L'instabilité des constructions lors d'un séisme peut avoir pour cause un problème de fondation. L'étude du terrain permet de caractériser les propriétés du sol, de qualifier sa nature et d'en déduire l'accélération sismique de référence. Elle sert aussi à définir les risques d'effondrement souterrain, d'éboulement ou de liquéfaction du sol en cas de séisme. À partir de cette étude, on détermine l'implantation idéale ainsi que les principes de réalisation des fondations de la maison qui devront peut-être aller chercher le substrat rocheux à travers les couches fragiles ou trop meubles. Les fondations sont conçues en adéquation avec la nature du sol et organisées de façon à réagir comme un système solidaire et lié efficacement à la superstructure. Dans les angles et les croisements, les armatures sont posées avec des recouvrements, de façon à assurer la continuité de l'armature dans les 3 directions. Les semelles sont exécutées en béton armé. Le moment crucial, c'est au départ, c'est au niveau de l'implantation du chantier, même un petit peu en amont, c'est-à-dire au niveau du sondage de sol pour savoir exactement et connaître la nature du sol. Et après, au niveau de l'ouverture des fondations et au positionnement du ferraillage des fondations. Tout maçon peut être en mesure de respecter ces règles parasismiques. C'est déjà c'est à la base aux fondations, donc il y a la mise en place des poteaux raidisseurs qui nécessitent quand même une attention particulière puisque c'est au départ. Il faut vérifier le coulage des fondations, le coulage des planchers et là à chaque fois il y a une personne intégrée dans la société qui contrôle, qui est en fait le conducteur de travaux et qui contrôle toutes ces opérations en parallèle avec le maçon. Afin de limiter l'impact des efforts subis lors du séisme, des chaînages horizontaux et verticaux sont mis en place pour former un réseau tridimensionnel fermé. Ainsi, pendant le séisme, l'ensemble de l'ossature bouge et se déforme, mais reste cohérent et solidaire grâce à la résistance des liaisons entre les divers éléments. Ce qu'on appelle un chaînage, c'est de relier tous les éléments structurels de la maison les uns aux autres. C'est-à-dire que plutôt que d'être empilé ou juxtaposé, tout est parfaitement vissé un petit peu comme un pont précontraint et fixé sur ses piles. Donc le but du jeu, c'est que la maison devienne une structure indéformable ou le plus indéformable possible. C'est-à-dire que s'il y a un séisme, la maison se déforme, et à partir du moment où tous les éléments sont attachés les uns avec les autres, il y a des déformations, des fissures qui vont se produire, mais la maison ne va pas tomber. Si par contre chaque élément est indépendant, si vous avez un séisme qui a tendance à faire un effet de cisaillement important, la maison peut se casser la figure et s'écraser les pièces les unes sur les autres. Donc le but du jeu, c'est d'éviter ça. L'intérêt, c'est de proposer au client une qualité, de rassurer le client et de lui livrer une maison qui sera vraiment aux normes parasismiques et qu'il soit quand même en sécurité dans cette maison. Il faut être un petit peu humaniste pour comprendre que si on ne respecte pas les règles parasismiques, une maison risque de s'effondrer sur ces gens-là et de faire énormément de victimes. Donc c'est une prise de conscience, et cette prise de conscience, il faut que tout le monde l'ait, quoi. La base des poteaux est ouverte en partie afin de vérifier la continuité du ferraillage. À l'étage, la continuité verticale de l'ossature permet de transférer les efforts verticaux jusqu'aux fondations. Les planchers et la charpente constituent le contreventement horizontal qui transmet les charges sismiques aux éléments porteurs verticaux. Les dispositions constructives au niveau des planchers doivent leur garantir un ancrage périphérique satisfaisant et une solidarisation de leurs composants. Donc les principaux points, c'est bien les angles, puisque quand on a un phénomène de tremblement de terre, les angles s'effondrent avant tout. Et on est quand même responsable, puisque l'architecte ou le pavillonneur doit nous donner un plan, donc on est en mesure, nous, de savoir lire un plan. Maintenant, il y a des obligations légales, il y a, même sur des maisons individuelles, les entreprises sont tenues de fournir des plans parasismiques. Les bureaux d'études le font sans aucun problème, y compris pour les maisons individuelles. Donc je dirais, si l'entreprise respecte les plans, il n'y a aucune raison que les choses se passent mal à la sortie. La présence de trémies peut affaiblir le contreventement horizontal,
notamment si elle est de grande taille ou disposée dans les angles. Sa périphérie est donc renforcée. Sa taille et sa position sont choisies pour ne pas fragiliser la structure. La charpente est également contreventée afin de réagir comme un système uni et solidaire de l'ensemble de la construction. Ces différents composants sont reliés entre eux. La charpente est ancrée dans le chaînage périphérique afin de transmettre les charges sismiques aux éléments verticaux. Les matériaux de couverture sont le plus légers possible et doivent être fixés à la charpente. Les moments cruciaux de vérification partent des fondations, au niveau de l'élévation des murs, au niveau de la structure proprement dite. Mais après, nous avons un contrôle au niveau de l'ancrage de la charpente, des contreventements de la charpente et de la mise en œuvre de la charpente qui, elle aussi, doit respecter des règles parasismiques qui nous sont fournies par le fournisseur de charpente. Les ouvertures constituent des points de fragilité au niveau des murs. La fissuration des façades s'amorce généralement aux angles, qui sont un lieu de concentration des contraintes. Il est par conséquent nécessaire de prévoir un encadrement rigide des ouvertures reliées au chaînage. On évitera de placer une ouverture trop proche de l'angle d'un bâtiment. Pour les escaliers, il est important que la structure forme un ensemble rigide, solidement lié au chaînage. Les balcons constituant une console soumise potentiellement à des déplacements verticaux, le ferraillage de cet élément est soigné en conséquence. Les chutes de cheminées peuvent avoir lieu lors de séismes de faible intensité et causer d'importants dommages. L'élancement des cheminées est donc limité ou corrigé par des dispositions spécifiques telles que le haubanage. La chute d'éléments non structuraux peut également être à l'origine de blessures. Il convient donc de fixer solidement le mobilier, comme les armoires ou les luminaires. La philosophie, de toute façon, c'est de laisser passer, c'est de faire comprendre que bon, c'est une contrainte, certes, c'est une contrainte, je dirais, de sécurité des personnes. À partir de ce moment-là, à nous, constructeurs et aux entreprises, d'essayer de faire qu'elle soit le plus discrète possible. Bon, que le jour, c'est comme quand vous avez une voiture, le jour où il y a un airbag qui se met en route, vous êtes content de l'avoir. Le jour où il y a un séisme, vous êtes content que la maison, elle vous tombe pas sur la tête. Je crois que ça me paraît le plus évident. Enfin, ça paraît simple quand c'est dit comme ça, mais je dirais c'est quand même la philosophie de la réglementation. Il est sûr que dans une zone sismique par rapport à une zone qui ne l'est pas, il y a un surcoût obligatoirement lié à la gestion de tous les chaînages complémentaires imposés par la réglementation. Maintenant, si la conception de la maison est, je dirais, gérée dans son ensemble, le surcoût n'est pas un surcoût énorme. Bien qu'une légère augmentation du coût de construction soit possible, elle reste un investissement qui garantit un habitat sécurisé et pérenne. Le bâti existant est rarement de conception parasismique. Lorsqu'une modification doit y être portée, une étude au cas par cas s'impose afin de ne pas fragiliser le bâtiment. Par ailleurs, si les travaux envisagés modifient significativement la structure, la réglementation demande que l'ensemble du bâtiment soit rendu parasismique. Les extensions s'inspirent des constructions nouvelles. On conçoit la nouvelle structure conformément aux règles parasismiques. Elle peut être directement adossée à la structure ancienne ou être séparée de cette dernière par un joint vide, évitant le transfert de charge entre les deux structures. Dans le cas des maisons individuelles, les extensions par surélévation imposent que l'ensemble du bâtiment soit rendu parasismique, ce qui n'est pas le cas des extensions par juxtaposition. Des travaux courants tels que la création d'une ouverture ou la suppression d'un mur risquent de fragiliser la structure. Aussi, il est vivement recommandé de se faire conseiller par un professionnel. On peut faire du parasismique avec du béton, avec du bois, avec du métal, avec tout ce qu'on veut. Les règles sont les mêmes, les coefficients, les contraintes des matériaux sont différentes, mais la philosophie est la même.